Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Buzz TV avec Damien Canivez qui m'accompagne aujourd'hui. C'est Canivez aujourd'hui ou c'est Canivez Sarah? Je sais plus moi. C'est Canivez je crois. Hein. Bonjour Sarah. Bonjour Damien. Bon, l'émission vient être bien, je le sens parce qu'on s'est fait beau aujourd'hui. On se tient à carreau car aujourd'hui on a sur notre plateau celui qu'on surnomme Monsieur Bonne Manière. Il enseigne chaque année aux 30 candidates à l'élection Miss France les règles de bienséance. Il est né un 18 avril, jour de la Saint-Parfait. Ça ne s'invente pas. Bonjour Jérémy Combe. Bonjour Sarah, bonjour Damien. Bonjour Jérémy. QCM, c'est le nom de votre émission que vous présentez. C'est un jeu diffusé chaque samedi à 19h30 sur KTO, la chaîne catholique du PAF, faut le rappeler. QCM pour Quiz du chrétien en marche. Bravo. C'est une émission qui existe depuis 2012, plus de 10 ans. Comment vous êtes-vous retrouvé à la tête de ce programme ? Déjà, je suis un chrétien pratiquant, oui, donc ça m'a un peu aidé, j'imagine, je m'en cache pas. En même temps, je l'impose à personne. Ils m'ont casté il y a 2 ans pour une émission qui ne s'est pas faite ou qui s'est faite sans moi. Et puis là, au mois d'avril, ils m'ont proposé cette émission. Et moi, j'aimais bien l'émission parce que j'aime les émissions où on transmet. Vous parliez de mes bonnes manières. Pourquoi j'aime les bonnes manières? Parce que je transmets des choses que je connais. Et là, avec ce quiz que connaît Damien, par cœur, on apprend des choses. Même moi qui ai les questions et les réponses, parfois je trouve que c'est très haut niveau. C'est très dur. Hein. Ouais, c'est très compliqué, mais ça m'amusait et j'avais aussi envie d'apporter ma touche à moi, peut-être un petit peu plus décontractée. Et faut-il forcément être catholique pour présenter cette émission? On le disait, vous êtes pratiquant, vous allez à la messe tous les dimanches, vous marchez aussi sur Compostelle chaque année. C'est beaucoup de choses sur moi. Hein. Ah bah, j'ai bossé avant de vous recevoir. Quel est votre rapport à la religion? Moi, j'ai un rapport très décomplexé, c'est-à-dire que je suis effectivement un catholique et un chrétien pratiquant, mais en même temps, je veux absolument véhiculer l'image du catho rigolo. C'est-à-dire qu'on a trop souvent l'image, si tu vas à la messe le dimanche, comment tu peux danser sur une table le samedi? Ah oui. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Vous pourriez le faire. Bon, si on me pousse un peu. L'histoire, c'est que je veux justement que ça fait partie de la vie. On a chacun nos croyances, qu'elles soient des croyances, liées à la religion ou d'autres. Moi, je l'impose à personne. En revanche, j'ai envie de transmettre. Et puis en plus, je ne vais pas vous mentir, j'apprends plein de trucs. Donc pour moi, c'est aussi une émission qui me nourrit. Ouais, on va en parler de cette émission dans l'interview du Buzz TV juste après les news médias de Damien Canivez. On commence ces infos médias, Damien, avec Laurent Ruquier qui en dit davantage sur l'avenir de Stéphane Plaza dans Les Grosses Têtes. Absolument. L'animateur de l'émission diffusée sur RTL a déclaré aux Parisiens que si l'agent immobilier préféré des Français n'était pas revenu dans la bande jusqu'à présent, c'est parce qu'il était en tournage pour un téléfilm. Il a ajouté que toute décision prise à son égard serait prématurée à ce stade. Alors on rappelle que Stéphane Plaza est dans la tourmente depuis la publication d'une enquête sur le site de Mediapart jeudi dernier. Il est accusé d'humiliation, de menaces, violences verbales sur 3 anciennes compagnes, et pour 2 d'entre elles de violences physiques. L'animateur comédien a réagi via ses avocats. Il dénonce des accusations diffamatoires et injurieuses. Et de son côté, il faut préciser également que la direction du groupe M6 a diligenté une enquête interne pour faire, je cite, remonter certains points qui ne l'auraient pas été. Alors Jérémy, je ne vais pas vous demander de commenter l'affaire, mais est-ce que vous avez déjà été témoin dans l'exercice de votre travail de violences physiques, verbales peut-être? Physique, j'ai pas le souvenir. Verbal, oui. Et moi, c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas là pour faire la justice, mais je suis capable de m'opposer ou de prendre parti quand j'estime qu'on parle mal à quelqu'un. D'abord, c'est une question de respect. Et si on doit mal parler à quelqu'un, moi le premier, je le fais en aparté. Ouais. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'aller humilier quelqu'un ou de faire des réflexions à une réunion en public. Donc, mais là, la violence physique, j'ai pas le souvenir, ou alors je veux pas m'en souvenir. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez eu la correction de m'insulter entre 2 portes, et il n'y avait pas de témoin, absolument. Donc j'applique ce que je dis. Exactement, voilà, je confirme, c'est vrai que vous ne mentez pas. On poursuit ces infos médias avec Denis Brognard. On a plus de détails sur son avenir. Oui, Adventure Line Productions, la société qui signe l'émission diffusée sur TF1, a posté via ses réseaux sociaux un message pour indiquer que le casting de la prochaine saison était ouvert. Alors les aventuriers en herbe pourront candidater jusqu'au 15 novembre 2023 prochain, mais ce n'est pas tout. Cet appel à candidature était accompagné d'une photo, celle de Denis Brognard. Plusieurs rumeurs insistantes indiquaient que l'animateur aurait pu à un moment donné être remplacé par Isabelle Iturburu, qui on le rappelle est passée de Canal+ à TF1 à la rentrée. Finalement, c'est bien le visage historique de ce jeu qui vraisemblablement va tenir les rênes de ce jeu d'aventure. Jérémy, est-ce qu'on peut vivre dans le confort le plus rudimentaire qui soit, comme dans Koh-Lanta, et faire preuve toujours de bonne manière? Ah bah il faut. Sauf que là, je crois que quand même
notre centre nerveux est mis à dure épreuve. Ah, oui. Donc je pense que les personnes justement qui se comportent peut-être un peu moins bien, c'est aussi quand tu es trop fatigué, quand on nous pousse à bout. Ouais. Mais il n'y a pas de situation où on ne doit pas être bien élevé ou tout au moins éduqué. En revanche, il ne faut pas être empoulé, il faut aussi s'adapter à chaque moment. Moi, je suis très content qu'on m'ait jamais proposé Koh-Lanta. Vous ne pourriez pas le faire. Je n'ai pas très envie. Je ne vais pas vous mentir. Et est-ce qu'il faut être riche pour avoir des bonnes manières? Bah, riche du cœur. Riche, c'est bien dit. C'est beau. Hein. Non, mais il n'y a pas besoin de richesse matérielle ou pécuniaire. Et heureusement d'ailleurs. Et c'est assez. Des personnes et les différents publics que je rencontre, c'est souvent les personnes qui ont le moins d'aisance financière, on va dire, qui ont envie d'apprendre et de savoir. Parce que on vit dans une société où on est toujours montré du doigt, on est stigmatisé. Oui. Et quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, on dit regarde le plouc. Ah oui, on l'entend partout. Ah. Alors que quand tu sais ce qu'il faut faire, tu peux t'autoriser à ne pas le faire. Ah. Parce que si on te prend en flag, tu diras hey, tout doux bijou, je sais comme vous ou comme toi comment on fait ou d'où ça vient. On termine ces infos médias, Damien, avec le chiffre du jour, c'est le 1. Et oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs que TF1 et France 2 ont chacune réussi à grappiller lors de leur édition spéciale consacrée à la messe du pape François. Souvenez-vous, c'était à Marseille ce week-end, c'était ce samedi. Cela représente entre 12 et 12,5% de part d'audience. Jérémy, vous étiez à Marseille pour assister à la messe du pape? Non. J'étais déçu, j'ai pas pu aller. Parce que vous avez tenté d'y aller. Non, mais je devais y aller et puis j'avais des obligations personnelles et familiales. Ah. Et du coup, je me suis dit tant pis. J'avais déjà rencontré pas ce pape, mais un pape ou deux. Ouais. Et vous avez pensé quoi de sa messe? Vous l'avez regardé déjà sur les chaînes info? Pas beaucoup. J'ai regardé par bribes. J'ai du mal, moi, avec les grands rassemblements comme ça. C'est quelque chose qui me... 70 000 personnes, hein, Stade Valais. J'ai du mal à vivre... J'ai besoin de vivre ma foi seul et en communauté. Mais les grandes, comme ça, les grands rassemblements, je trouve que ça enlève un peu, moi, de la profondeur. J'ai l'impression que ça devient un peu des messes spectacles. En revanche, je suis allé la semaine dernière à la première de Bernadette de Lourdes. Ah, le fameux spectacle, la comédie musicale autour de Bernadette, c'est fabuleux. Donc ça, vous nous conseillez? Oui, vraiment, ça va revenir à Paris. Je n'ai aucune action dans le programme, mais allez voir Bernadette de Lourdes parce que c'est super. Et quels sont les papes que vous avez rencontrés auparavant? J'ai rencontré Jean-Paul II. Jean-Paul II, et quels souvenirs vous en gardez? Incroyable. Ah ouais. Vraiment incroyable parce que c'est là pour le coup, tu arrives, t'es tout petit, tu te sens humble. Et puis après, celui qui était venu à Paris, le pape François. Oui, c'était Benoît XVI. Non, il n'est jamais venu, le pape François. Benoît XVI. Benoît XVI. Et là, j'étais bénévole quand il est venu à Paris, donc c'était différent. Mais Jean-Paul II, c'était quand même incroyable. Et le pape François, il vous parle ou pas quand il fait ce discours samedi matin sur les migrants, où il appelle Emmanuel Macron à se mobiliser pour eux et à accueillir les migrants? Forcément que son discours m'interpelle et me parle, parce que je trouve ça normal. En même temps, je trouvais que c'était quand même très axé autour de cette thématique. Et je ne suis pas sûr que quand tu viennes et que tu fasses la démarche, 70 000 personnes, je pense qu'on peut attendre autre chose de son pape, entre guillemets. Mais je ne juge pas. Jérémy Combe, on vous garde avec nous pour l'interview du Buzz TV. Très bien. Jérémy Combe, vous présentez le quiz du Chrétien en marche, QCM pour les intimes, sur la chaîne KTO chaque samedi à 19h30. Alors c'est quoi le principe pour ceux qui sont passés à côté? Alors le principe est très simple. L'émission qui caractérise plus et qui l'illustre, c'est Question pour un champion. C'est exactement le même principe que Question pour un champion. Un animateur, 3 candidats par semaine. Un candidat se sélectionne pour la grande finale à la fin du mois, sauf que les questions sont toutes des questions liées à la religion ou aux croyances. Et franchement, c'est très sympa à faire. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Est-ce que, comme dans Question pour un champion, vous allez gagner une encyclopédie sur la migration de la palourde, ou bien c'est un peu plus complexe que ça? Un peu moqueur, pas du tout, pas du tout. Alors, le premier gagne des ouvrages, des DVD, oui, ça existe encore. À la seconde manche, on gagne des médailles qu'on peut aller faire. Mais pour des personnes qui croient, les médailles, ça a un coût déjà, donc je trouve que c'est quand même sympa. Et le grand finaliste, là, les 2 mois que je viens de faire, un voyage à Rome. C'est formidable, un voyage à Rome. C'est un joli cadeau. Ça paraît rien, mais tout le monde n'a pas les moyens d'aller à Rome. Et découvrir Rome, parce que tu l'as gagné, je trouve qu'il y a un côté qui est assez sympa. Et il faut forcément être catholique pour être candidat? Il faut avoir une bonne culture générale de la religion. De la religion, surtout. Mais sans dévoiler un énorme secret, le candidat du mois de septembre est un candidat qui a 18 ans. C'était le plus jeune. Il connaissait tout
sur tout. C'était impressionnant. Je me suis même demandé, comme c'était mon premier tournage, si c'était pas une caméra cachée. Je me suis dit, c'est en train de me piéger. Ça vous a épaté vraiment que quelqu'un de 18 ans sache à ce point les notions autour de la religion? Parce que c'était un jeune, enfin un ado, vous voyez, dans sa vie de tous les jours, il arrivait en t-shirt, en Bermuda. Je me suis dit, oh bah lui, il va pas aller très loin. Pam, finaliste. Et il remporte la finale. Et il l'emporte. Et vous restez en contact ou pas avec les candidats que vous croisez sur les plateaux ou pas du tout? Alors ça dépend des affinités, mais oui, c'est très drôle. J'ai déjà des candidats qui m'écrivent sur les réseaux, on se parle, ils me disent, je crois que vous connaissez tel prêtre. Alors faudrait pas que ma vie se réduise quand même. On va passer le message. Alors c'est vrai que le quiz du Chrétien en marche a sa petite notoriété quand même, grâce à l'émission Quotidien et Étienne Carbonnier qui a souvent raillé gentiment, bien évidemment, cette émission. Ça vous a fait rire, vous, à titre personnel? Alors moi, ça me fait rire, mais je trouve que Quotidien m'a aussi épinglé quand je suis allé donner des leçons de bonne manière le jour de la Saint-Valentin sur Télématin, en me faisant passer pour un ringue. Quand on coupe toutes les phrases au montage, c'est facile. On fait dire ce qu'on veut à un présentateur ou un animateur. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas très fair play. Fair play. En revanche, moi, si on parle du QCM, en bien ou en mal, j'ai envie qu'on en parle. Donc. Et moi, je voudrais m'intéresser à votre parcours, Jérémy. Oui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment la télévision est entrée dans votre vie? Je crois que c'était dans les années 90, vous avez commencé avec Bataille et Fontaine. Hein. Alors, j'ai été stagiaire, effectivement, chez Bataille et Fontaine. Fontaine, pardon. On a un problème avec les noms aujourd'hui. Désolé, Laurent. Et donc, j'ai commencé chez eux, j'étais à la programmation de l'émission. Ouais. Et puis, j'ai fait quelques petites apparitions comme ça. Mais surtout, j'ai débuté, moi, dans l'émission de Christine Bravo, qui s'appelait Douce France, qui a remplacé l'émission sur l'Europe avec Nico, c'est toute la clique, pendant 5 ans. Elle a fait exactement la même émission. Et j'étais l'ambassadeur, le chroniqueur des Pays de la Loire, qui est ma région. Et j'ai défendu ardemment ma région pendant toute la saison, tous les samedis en Access Prime Time. Vous avez un aspect très patrimoine, alors, si je comprends bien, Jérémy Combe. Est-ce que vous auriez aimé avoir votre propre émission autour des curiosités françaises, autour des régions en France? Pas des curiosités. J'aimerais confesser, entre guillemets, on en revient toujours au même, la religion, des personnes qui, comment dire, donnent de leur temps, de leur énergie, remontent un commerce, changent de métier, mais en région. Ça, je crois vraiment, et le confinement nous l'a prouvé, c'est que les Français se sont rapprochés de leur France, les Allemands de l'Allemagne. Enfin, vous voyez, il y a eu une nouvelle... on a repris, comment dire, on a repris un peu en main qui on était. Et moi, j'ai jamais eu autant de sollicitations que depuis le confinement sur les bonnes manières et le savoir-vivre à la française. Et vous étiez l'an passé chroniqueur chez Julia Vignali sur Europe 1. Pourquoi l'émission s'est-elle arrêtée ? Pour différentes raisons. L'émission fonctionnait très bien, on s'entendait vraiment hyper bien. Moi, j'ai énormément de regrets que ce soit arrêté. D'abord parce que je m'entendais très bien avec Julia et avec Mélanie Gomez, Julia Vignali et Mélanie Gomez. Julia a fait d'autres choix. On lui a proposé de passer sur France 2 pour Affaires conclues. Pascal Praud est arrivé sur Europe 1 sur la case 11-13 et nous on était 11-12. Donc par le jeu des chaises musicales, comme ça se passe dans beaucoup d'émissions et beaucoup de rédactions, voilà. Mais moi j'ai un regret vraiment sur l'ambiance qu'il y avait entre nous et j'ai adoré aller faire cette chronique sur les savoir-vivre et les bonnes manières un peu décomplexée, un peu plus moderne. Alors quand on regarde votre CV, on se rend compte que vous avez également commenté à la télévision le mariage entre Meghan Markle et le prince Harry. Qu'est-ce que vous avez pensé de la visite d'État du roi Charles III avec ce dîner incroyable qui s'est tenu dans la Galerie des Glaces à Versailles? Alors, faut que je sois honnête. On est là pour ça, Jérémy Combe, bien sûr. J'ai trouvé que c'était, visiblement, ils s'entendent très très bien, c'était très décomplexé. Et d'ailleurs, il y a eu des erreurs de protocole. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de protocole. De la part d'Emmanuel Macron. Oui, qui a tapé dans le dos de Charles III. Exactement. Vous avez noté ça aussi? Oui, j'ai noté ça. Je trouve que la table était... Pour moi, pas dressée telle qu'on doit dresser une table. C'est pas vrai, pourtant elle est magnifique cette table. Oui, mais la serviette n'était pas au bon endroit pour un dîner. J'ai quand même du mal à comprendre, mais c'est peut-être moi qui suis assez ringue, que la nappe soit beige et qu'on n'ait pas mis une jolie nappe blanche. Les verres, je les ai trouvés bizarrement positionnés. Mais bon, c'était aussi très joyeux. Donc c'était peut-être voulu que les règles ne soient pas aussi strictes que peut-être que quand c'était la reine Elisabeth. Parce que les verres étaient placés d'une manière qui n'était pas très conventionnelle, c'est ça? Pour moi. Donc selon les règles que j'ai et que je crois être les bonnes. Mais s'il y a plusieurs règles, justement, il y a plusieurs religions dans la façon de dresser la table, par exemple? On dresse la table à la française ou à l'anglaise. Donc là, c'est les couverts qui sont mis dans un sens ou dans l'autre, suivant qu'on dresse à l'anglaise ou à la française. Mais les verres, il y a toute une ribambelle de règles qu'on applique. Mais quand un roi ou un chef d'État étranger vient en France, je pense qu'on devrait peut-être
mettre plus en application les règles à la française, parce que c'est quand même notre vitrine. Ouais. Et là, c'était à l'anglaise, la table, elle était dressée comment? Non, je pense qu'il y a eu un mixte un peu de différentes choses. Mais attendez, c'était une très jolie table. Oui, vous y étiez pas? Non. Moi, je suis pas très roi et reine. Moi, je suis bonne manière et savoir-vivre. Vous n'êtes pas royaliste? Mais justement, comment on se tient à ce dîner? Parce que lorsque vous avez un monarque qui rentre dans la Galerie des Glaces à Versailles avec tout ce parterre de personnalités, tous aussi connus les unes que les autres, comment on se tient? On doit être traité comme un piqué? Alors, moi, je crois qu'il faut surtout être soi-même. D'accord. Après, c'est toujours pareil. Il faut se fondre dans les règles qui correspondent aussi à ce moment-là. C'est comme quand vous invitez des amis chez vous. Le type qui arrive très en retard, ou vous demandez à tout le monde de s'habiller un peu, le type arrive en jean déchiré, je trouve que moi c'est un manque de respect. Quand tu reçois chez toi, tu t'es donné du mal, tu as passé du temps, tu as dépensé de l'argent, tu veux faire plaisir aux autres, ça fait aussi partie des obligations des invités d'être bons camarades. Là, on a dépensé un peu d'argent, on a ouvert Versailles, donc on doit, et je trouve que les invités globalement se sont bien comportés pour ce que j'en ai vu. Alors après, on ne peut pas éviter le téléphone portable pour les photos. Il paraît que c'est la femme de Mick Jagger, je crois qu'il a sorti sur le tapis rouge. Voilà. On est en 2023. Ouais. Donc il faut aussi vivre avec son temps, mais il faut faire quelques petits efforts par rapport à la situation et au cadre dans lequel on est ou on évolue. Et là justement, vous parlez des règles de bonne manière avant un dîner. Moi je voulais savoir les 3 règles, s'il fallait retenir que 3 règles avant d'arriver à un dîner, parce que vous êtes, il faut le rappeler, hein, monsieur bonne manière, vous enseignez les bonnes manières à nos miss chaque année. Qu'est-ce que vous leur dites à nos miss? Alors, les règles, quand vous allez dîner chez quelqu'un, normalement, la règle, c'est de ne jamais faire de cadeaux quand on va chez quelqu'un. Ah oui, mais alors, ça, j'avais appris ça avec vous l'année dernière. Bien là, voilà pourquoi. Parce qu'on ne met pas une relation d'argent entre 2 personnes. Moi, je vais vous offrir un cadeau, mon cher Damien, avec grand qui plaisir. me coûte 100 €. Ah ben, et pourquoi pas plus? Ah voilà, alors, 200 €. Peut-être que 200 €, ça ne représente pas grand-chose pour moi, mais vous qui le recevez, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais lui offrir quand je vais aller chez lui? Donc, on ne met pas de relation d'argent. Ça oblige l'autre. Si jamais vous voulez vraiment arriver avec des fleurs, vous les ferez livrer avant le dîner ou le lendemain. Ah oui. Parce que si jamais j'arrive chez vous, Sarah, et que vous avez invité 8 personnes qui vous offrent chacun un bouquet, vous vous transformez en fleuriste dès l'arrivée. Et j'ai pas 8 vases. Et d'abord, voilà, vous n'avez pas 8 vases, peut-être pas de personnel pour vous aider. Donc dans le meilleur des cas, on vous retrouve au dessert. Donc c'est pour ça. Et puis, quand on arrive chez quelqu'un à un dîner, on peut, si on doit partir plus tôt que les autres, on prévient les personnes qui reçoivent discrètement en disant « je filerai à l'anglaise ». Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui part sans avoir prévenu, ce qui pourrait m'arriver. On va faire 26 minutes. Ouais. Ou encore pire, quelqu'un qui dit « bon, ben, je vous laisse ». Et là, ça entraîne avec soi ceux qui n'osaient pas partir les premiers. Ah ouais. Donc, on prévient et on part discrètement. Discrètement, mais comment faites-vous lorsque vous êtes à table, que tout le monde vous regarde? Comment faites-vous? Ah ben non, déjà, on part pas... Quand on est à table, on part au moment où on passe au salon ou quand on vous demande de vous lever pour le café. Et là, vous prétextez éventuellement d'aller vous laver les mains parce que vous savez bien qu'on ne va pas aux toilettes. Oui, bien sûr. On va se laver les mains, bien évidemment. Et là, vous pouvez partir discrètement parce que vous avez prévenu ceux qui vous invitent. Vous pouvez pas partir n'importe quand alors. Ah ben non, on ne quitte pas un dîner en plein dîner, sauf une urgence parce que vous êtes chirurgien. Ah oui. Et qu'est-ce que vous apportez si vous n'apportez pas de bouteille de vin ou de fleurs à un dîner? Bah, vous pouvez apporter quelque chose que vous avez confectionné vous-même. Ah oui, alors ça c'est vrai. Il vaut mieux ne rien apporter, alors Jérémy. Une bougie parfumée. Si vous offrez du champagne, vous n'offrirez jamais la bouteille fraîche. Ah oui, parce qu'admettons que je vous invite, nous sommes 10, et pour des raisons X ou Y, je n'ai pas prévu de champagne. Oui. Avec votre bouteille fraîche, ça veut dire on va l'ouvrir. Et du coup, c'est moi qui suis mal, parce que j'ai une bouteille pour 10. Donc je vais passer pour le pingre. Donc vous allez me mettre dans une situation qui n'est pas super correcte. Alors vous avez beau habiter Reims, mon cher ami. Ah oui, mais... vous n'avez pas du champagne frais. Vous voyez, Jérémy, moi je veux faire plaisir et finalement vous me rendez coupable dans cette histoire. Voilà. Vous voyez et c'est quoi les 3 faux pas? Et là, vous nous dites c'est impardonnable. Celui-là, il est très mal élevé. Alors les 3 faux pas, ce serait de dire, alors ça peut venir du fond du cœur, bon appétit. On ne dit jamais bon appétit parce qu'on ne fait jamais référence à ce qui se passe à l'intérieur de son corps, On ne lèche pas son couteau, vous allez me dire, n'empêche que, regardez bien autour de vous. Ah oui. Il y en a beaucoup qui le font. Et puis, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va dire à chaque plat, je le fais pas comme ça, je sale davantage, moi. Non, mais alors, attendez. Il y a toujours celui qui a dit, c'est bizarre, moi je mets pas ça, je mets du caviar plutôt. Et celui, c'est le monsieur plus. Donc du coup, tout ce que tu as fait, ça passe pour le C'est quoi, c'est des œufs de lampe ou du caviar? Donc on ne fait pas de réflexion. En revanche, on peut forcer un peu le temps en disant, c'est vraiment délicieux, qu'est-ce que tu cuisines bien. On recevait sur ce plateau vendredi Grégory Hacher, qui est présentateur sur la chaîne L'Équipe, et il avait une question à vous poser, Jérémy Combe. Je vous propose de regarder et d'y répondre ensuite, évidemment. Très bien.
Alors, Jérémy, Miss France s'est beaucoup développée, modernisée, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un petit concours de jurons mignons pour les Miss? Voilà, je trouve que comme tout le monde jure de temps en temps à longueur de journée, quel est le juron préféré des Miss finalistes? Ah, c'est une bonne question de Grégory. C'est une bonne question. Grégory, merci beaucoup. Le juron préféré, alors c'est vrai qu'elles font hyper attention quand on est dans la phase de présentation, enfin de préparation, pardon, parce qu'elles auraient peur que ce soit retenu contre elles. En revanche, une fois qu'elles sont élues, je ne vais pas dévoiler un grand secret, mais Amandine Petit, qui est quand même ma grande amie, elle est un peu grossière, je jure. Alors chacun y va de son propre juron. Vous lui poserez un jour la question si vous la croisez. Mais c'est assez amusant. Et aujourd'hui, il faut faire une différence entre être mal élevé, vulgaire ou grossier. Oui. Grossier, c'est pas être vulgaire. Moi, je suis un peu grossier, par exemple. Je dis souvent des jurons. Ouais. Vous aussi, hein, j'ai déjà passé des moments avec vous. C'est vrai. Ça dépend à quelle heure de la soirée pour ça. 17h, Morito. Avec modération, bien évidemment. Hein, attention. Donc, j'ai pas un exemple, mais heureusement, parce qu'on a souvent dit que Miss France, c'était démodé, que c'était dépassé. Ce sont des filles de leur génération. Oui. Donc, elles vivent comme toutes les filles. Et si elles sont grossières, elles le sont. Et si elles ne le sont pas, on ne va pas les obliger non plus à l'être, cher monsieur. Jérémy, on vous garde encore quelques instants pour notre dernière rubrique au suivant. Ce mardi 26 septembre, nous recevrons, figurez-vous que le hasard du calendrier fait bien les choses, Marine L'Orphelin, Miss France 2013, qui est aujourd'hui médecin et chroniqueuse dans le magazine de la santé. Alors, vous ne l'avez jamais coachée, puisque vous êtes dans le comité Miss France depuis environ 2015, donc c'était 2 ans auparavant. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Marine ? Marine, c'est la Miss qui a réussi à être Miss France, à terminer quand même sa médecine, et elle s'est spécialisée, donc elle est allée très loin. Elle est allée vivre en Nouvelle-Calédonie, sans se faire oublier de Paris, on va dire, des médias. C'est une vraie bosseuse, elle est allée au bout de ses rêves, je pense. Mais Marine, on s'est déjà parlé au téléphone, donc on va se tutoyer. Je suis persuadée que tous les jours, tu mesures que le fait de ne pas être passé, entre guillemets, entre mes mains, ça loupe quelque chose dans ta carrière. Est-ce que tu peux dire à la France entière que tu regrettes, et pourquoi tu regrettes de ne pas avoir eu des cours avec moi? C'est une bonne question. Excellent. Et de quelle Miss êtes-vous le plus proche, Jérémy Combe? Alors, indéniablement, Sylvie Tellier, qui est ma grande amie, on a commencé la télé ensemble sur Match TV à l'époque. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et dans la nouvelle génération de celle que j'ai coachée, mon amie, c'est Amandine Petit. Amandine Petit. Et aujourd'hui, il y a une autre Miss qui est à la tête du concours national, c'est Cindy Fabre. Oui. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous, ça, cette nomination, ce changement à la direction de la société Miss France? Alors, j'ai vécu que l'année dernière avec Cindy, donc on ne se connaît pas bien. Elle apporte sa nouvelle façon de faire, donc c'est courageux. C'est pas évident de passer après Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier, qui ont quand même un ADN très fort et qui ont incarné Miss France. Cindy, elle a tout à faire, avec aussi ses envies, ses ambitions. Donc je pense que c'est plutôt cette année que ça va se jouer pour elle, où elle va vraiment pouvoir marquer, entre guillemets, son territoire et laisser sa signature sur les préparations au concours de Miss France. Ouais, alors cette année, il y a déjà une polémique, je ne sais pas si vous avez vu ça, avec Miss Nouvelle-Calédonie. Il y a eu un imbroglio. Celle qui a été élue le soir de l'élection n'était finalement pas la bonne. Le comité a prétexté un bug technique. Est-ce que vous 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 intéressez aux élections régionales? Oui. Ouais, Moi, j'ai toujours. Alors, cette année, je ne peux pas y aller parce que c'est samedi prochain et c'est en Miss Pays de la Loire. Donc, ça, c'est chez moi. D'habitude, je suis dans le jury. Ouais. Mais je pars à Marrakech et je vous raconte tout. On est là pour raconter sa vie. Bien raison, écoutez. C'est le lieu. Voilà. Et oui, je suis qu'il y ait des petits couacs, c'est un peu obligatoire parce que, ça peut suivant les comités, les compétences et les moyens techniques en région ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Donc c'est lié à ça, mais jamais, on peut laisser dire qu'il y a de la triche. Vous voyez, il y a des comités qui sont plus, plus artisanaux que d'autres. Donc peut-être que la façon de comptabiliser, quand ce sont des papiers que les personnes mettent dans des urnes, voilà, donc j'essaie pas d'excuser, mais je me dis que c'est possible, mais c'est quand même toujours le plus droit et le plus correct et le plus légal. Est-ce que vous pensez que la société Miss France a raison de s'ouvrir à des nouvelles candidates? Et par là, j'entends des femmes mariées, des femmes avec des enfants, des transsexuels également. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Damien. Oui, je vous écoute. Je voudrais vous répondre oui ou non, parce que je suis plutôt un garçon tranché. Qu'on fasse évoluer, oui.
Maintenant, je reste convaincu quand je vois quand même la vie qu'a Miss France quand elle est élue. Ouais. Si tu es maman, il faut vraiment que ton mari reste un monsieur à la maison, ou alors que tu sois vraiment entouré d'une kyriade de babysitters, de nourrices ou de la famille très proche. Oui. Parce que la vie d'une Miss pendant son élection, et si jamais elle sait bien gérer son année, ça change sa vie. Et elle n'a pas le temps de s'occuper de son enfant. Exactement. C'est ça que vous voulez dire. Ben oui, parce qu'on appartient, quand on est Miss France, on s'appartient plus. Hein. Donc, vous pouvez regarder toutes les Miss depuis 10 ans, qui ont réussi, c'est qu'elles ont quand même donné leur vie. Absolument. Et elles sont beaucoup en région, elles sont très sollicitées dans les médias. Souvent, maintenant, elles arrivent à avoir un job quasiment en même temps. On peut comme prendre Diane Lair qui était à la radio tous les matins. Donc, avoir un enfant ou une famille, à mon avis, c'est possible. Mais ce sont des choix à faire. Et je ne suis pas sûr que tu sois hyper bien ni dans ta vie de famille, ni dans ta vie de Miss, parce que tu dois quand même être toujours un petit peu en train de dire je pourrais peut-être mieux au baptême ou à la communion ou à la fête dans mon village avec mon cousin, plutôt peut-être que d'être dans une élection en région. Donc j'ai pas vraiment de réponse parce que chacun choisit et je ne suis pas du tout moi dans les petits papiers concernant l'évolution des règles. D'accord, merci Jérémy. Merci beaucoup Jérémy. Je rappelle que vous présentez tous les samedis à 19h30 QCM sur KTO et on vous retrouve bientôt aux côtés de nos Miss. On a hâte de voir ça. La cérémonie sera retransmise sur TF1 en direct le 16 décembre prochain. Merci, très bonne soirée et à demain. Merci beaucoup.